David est fondateur d'un cabinet qui s'appelle Unique Conseil. Il est enseignant à l'ISC Paris, à Sciences Po. Il est membre du conseil d'administration de l'ADTEM. Il est membre aussi du collectif responsable. David, excuse-nous pour le retard. Je sais que tu as dû changer un petit peu ton agenda et je t'en remercie. Et je te laisse la parole. Merci Florent. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Fantastique. Bon, je suis ravi d'être avec vous. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être physiquement à vos côtés, mais l'agenda, comme tu l'as dit, de la journée était compliqué, mais vraiment ravi de prendre ce moment avec vous. Je vais effectivement vous parler de 5 clés pour une stratégie marketing responsable réussie. C'est 5 clés qui sont issues, comme tu l'as dit, de l'expérience de la plateforme et puis aussi de l'expérience que j'ai pu avoir en direction marketing de mon côté. Sur la première slide, je vais vous montrer, enfin vous résumer en une minute mon parcours. J'ai commencé, si on peut mettre la slide juste derrière, alors, voilà. J'ai commencé dans le groupe Danone, je suis tombé dans l'alimentaire quand j'étais petit. J'ai commencé dans le groupe Danone, je suis parti notamment 2 ans pour le groupe en Allemagne pour vendre de la bière française aux Allemands, donc c'était un joli défi. Et je m'amuse en tant que marketeur à dire que ma première expérience a consisté à tuer la marque parce que ça ne marchait pas. Et on a trouvé des très bonnes solutions pour relancer le business néanmoins. J'ai passé ensuite un petit peu plus de 10 ans chez Le Sieur, avec notamment la campagne que vous voyez tout en haut sur Fleur de Colza en 2010, où on travaillait sur un principe d'agriculture raisonnée, de la fourche à la fourchette. Ça m'a valu d'être élu personnalité marketing de l'année en 2012. Et je me suis servi de cette petite notoriété pour effectivement créer cette plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Je me rendais compte en fait que le sujet de la RSE au sens large, il était présent déjà dans toutes les conversations, que tout le monde était d'accord en fait pour dire qu'il fallait faire quelque chose pour la planète, mais quand il s'agissait de passer à l'action, bah, c'était extrêmement compliqué parce que le sujet était vaste, parce que il était polymorphe et que, en particulier, mes confrères du marketing ne savaient pas par quel morceau le prendre, avaient même peur de se faire retoquer sur des sujets de greenwashing. Et donc, il y avait une certaine inertie, ou en tout cas, on n'allait pas à la vitesse nécessaire. Donc, moi, j'avais eu une expérience avec Le Sieur qui montrait que quand on mettait la RSE dans le business et qu'on racontait cette histoire-là aux consommateurs, parce que c'est notre très grande force en tant que marketeur, c'est d'aller jusqu'au client, eh ben, on pouvait avoir des résultats économiques bien supérieurs. Et donc, on a créé la plateforme avec l'ADEME et effectivement très vite l'ADTEM, mais aussi Audencia, Florence, que vous avez entendu tout à l'heure, sont devenus partenaires. Il y a aussi l'Union des marques, il y a aussi l'ILEC. Donc on a un collectif comme ça qui s'est formé avec cette conviction effectivement que aller chercher les meilleures pratiques d'intégration RSE au sein du business et le partager au plus grand nombre, c'était une façon pragmatique, concrète, d'aider les marketeurs à se saisir de ce sujet, à les faire, à leur montrer qu'il y avait des voies de succès colossales. Et c'est ce qu'on fait depuis un peu plus de 7 ans. Effectivement, il y a plus de 60 business case en open source sur le site de l'ADEME. Florent vous donnera sans doute le lien vers ce site derrière. C'est très inspirant de regarder ces business cases. On vous y invite et puis on lance aujourd'hui un podcast où les directions marketing viendront expliquer le business case et où des étudiants viendront challenger le discours des marques. C'est sur la plateforme de So Good et on vous donnera aussi les liens si vous le souhaitez. Juste après donc la création de cette plateforme, j'ai changé d'entreprise, je suis allé chez Fleury Michon et j'ai passé 7 ans à la direction du marketing stratégique pour vraiment opérer une transformation de l'offre de cette entreprise. Je vais vous l'expliquer un petit peu après. Et en 2020, je me suis dit, j'ai fait 2 cycles assez longs chez Le Sieur et Fleury Michon, comment est-ce que je peux faire
plusieurs fleuris-michons en même temps et je suis venu effectivement à l'idée de travailler à un cabinet de conseil pour accompagner plusieurs problématiques dans des secteurs différents. Et je fais ça avec énormément de bonheur depuis 2 ans. Alors, je suis venu sur ce sujet-là, un peu comme disait Florence tout à l'heure, il y a toujours des moments de questionnement ou de remise en question. Moi, c'est un bouquin, je crois, on m'a souvent posé la question, mais qui m'a amené à être très déterminé sur ce sujet de la transformation et de la responsabilité. C'est ce bouquin de Jean-Marie Pelt qui s'appelle « Le tour du monde d'un écologiste ». Et ce garçon, en fait, il fait le tour du monde de lieux incroyables sur la planète où l'homme a provoqué des catastrophes, mais toujours avec une idée de départ, c'est ça qui m'avait frappé, qui était une idée très humaniste et très bienveillante. L'exemple qui m'avait vraiment frappé, c'était l'assèchement de la mer d'Aral, où on avait détourné les fleuves en amont de la mer pour pouvoir faire de l'agriculture, de l'irrigation, sur un principe effectivement de développement et extrêmement positif, mais simplement on avait tellement détourné ces fleuves que finalement il n'y avait plus de ressources qui arrivaient jusqu'à la mer d'Aral et on a produit une catastrophe écologique. Et je m'étais dit, finalement, il ne faut pas renoncer à l'idée d'améliorer la vie des gens, parce que c'est sans doute une des choses qui est la plus belle dans l'humanité. Mais il faut qu'on puisse réfléchir, et ce sera un des enseignements que je vais vous partager tout à l'heure. Il faut vraiment que sur chaque décision qu'on prend à court terme, on puisse penser le long terme, qu'on puisse penser plus loin que la simple décision qu'on prend. Et quand on fait ça, on se rend compte souvent qu'un certain nombre de décisions sont mauvaises. Donc c'est une très bonne prise de champ à faire, on va en parler. Alors, 5 enseignements pour faire... c'est toujours un exercice difficile, mais je vais vous les illustrer maintenant. Le premier, sur la slide juste après, c'est, je le disais à l'instant, penser le long terme pour arbitrer chaque décision à court terme. Ce petit dessin, c'est un dessin que j'utilise avec mes étudiants de Sciences Po et de l'ISC. C'est un dessin naturaliste à la base, mais il illustre extrêmement bien l'interdépendance en fait de l'entreprise dans son environnement. Si on considère que l'entreprise est le requin, elle va se concentrer effectivement à très court terme sur le petit poisson qui est juste devant elle, mais si les conséquences de son action viennent perturber la plante qui est épais sur ce dessin, ben, vous comprenez bien, parce que là c'est illustré en cercle, que l'ensemble de la chaîne de valeur est perturbé. Et on a vu à quel point effectivement ce sujet était prégnant pendant le Covid. On voit qu'il est encore plus prégnant avec des airs dramatiques aujourd'hui avec la crise de l'Ukraine. Et quand on regarde la diapositive suivante, finalement, ce que l'homme a fait dans ce qu'on appelle désormais la civilisation de l'Anthropocène, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est une illustration issue de la forêt d'Amazonie. Quand l'homme passe, ce qui reste derrière n'est pas extraordinaire. Et on est en train de constater en ce moment des records de déforestation au Brésil. C'est une autre catastrophe qui se prépare. Elle est bien sûr moins émotionnelle à court terme, moins médiatique que celle de l'Ukraine. Mais pour moi, c'est tout aussi criminel de faire ça pour le reste de l'humanité quand on pense le sujet à long terme. Et donc, il y a un enjeu pour les entreprises de réconcilier court terme et long terme. Et je dirais même que pour sortir de cette vision de l'impact de l'homme sur son écosystème, on commence à voir émerger, vous en avez peut-être parlé ce matin, une nouvelle génération d'entreprises sur la diapositive suivante, qui sont finalement, pour moi, les entreprises où l'enjeu du XXIe siècle, c'est
une entreprise qui sera capable de faire passer de ce paysage désolé à gauche à ce paysage plus luxuriant à droite. C'est les entreprises régénératrices, celles qui vont s'intéresser effectivement à rendre davantage aux écosystèmes qu'elles vont leur prendre. C'est à la fois une belle idée, mais quand on y réfléchit, dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure sur les poissons, c'est la condition sine qua non du business de demain. Si on construit les conditions de l'image de gauche, il n'y a plus de business, c'est une évidence pour personne. Et donc l'enjeu, au-delà de la dimension économique de l'entreprise, ça va être de préserver les conditions de sa vie future. Préserver les conditions de sa vie future, ça veut dire préserver ses écosystèmes, c'est-à-dire tout ce qui la nourrit, que ce soit en amont ou derrière, bien sûr, ses clients, ses consommateurs. Mais si l'amont n'est plus là, il ne se passe plus rien. Et on voit aujourd'hui dans la crise de la flambée des prix suite à la crise ukrainienne, à quel point ce sujet est prégnant. Donc on commence à voir des initiatives, vous en avez parlé ce matin sur la diapositive d'après, d'entreprises qui s'investissent dans ces sujets. Là, j'ai mis l'exemple de Nestlé qui déclarait investir 1 milliard d'euros dans l'agriculture régénératrice. Donc on voit qu'à un niveau significatif, il y a une prise de conscience. L'exemple de Illy qui travaille le sourcing de son de son café, pardon, exclusivement en travaillant avec des producteurs et en travaillant sur le long terme, c'est-à-dire en leur permettant d'avoir de la visibilité sur leurs revenus et en préservant l'écosystème sur lequel ils agissent, notamment par la biodiversité, par l'agroforesterie. C'est un exemple passionnant. Et en fait, en faisant ça, ils investissent d'une certaine façon. Ça leur coûte un petit peu plus cher à court terme, mais ils investissent pour préserver la condition de leur business futur. Donc, c'est vraiment penser le long terme à chaque décision du court terme. Et puis, vous avez parlé de C'est qui le patron. Il y a un sujet sur les revenus des agriculteurs depuis longtemps. Il l'a saisi en mettant sur la table quelque chose qui est quand même juste dingue, c'est que finalement, pour réussir à inverser la tendance, quand on prend le sujet de manière macroéconomique, on a l'impression que c'est impossible. Quand on ramène ça à une brique de lait, on parle de 1 centime ou 2 centimes par brique de lait qui change la vie de plusieurs dizaines, voire centaines d'êtres humains. Donc, il y a un vrai changement de focal à faire et c'est vraiment le premier enseignement que je voulais partager avec vous. Le second enseignement sur la diapositive suivante, c'est celui de la sincérité et de la transparence. C'est un point hyper important parce que Florence en a parlé, j'imagine que vous en avez entendu parler ce matin. Nous, hommes de marketing et de communication, on nous a souvent appris à raconter des belles histoires, à raconter le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos entreprises, et à passer un petit peu sous le tapis les trucs un peu moins glamour ou qui étaient plus difficiles à assumer. Et ça, voilà, avec la maturité de la société actuelle, avec les scandales qui se sont déjà produits, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument plus. Il y a un principe de suspicion qui est à l'œuvre. Et pour réussir justement de nouveau à embarquer les clients, de nouveau à embarquer les consommateurs, il faut avoir cette forme d'humilité qui consiste à dire « je ne suis pas parfait ». Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris il y a 20 ans dans nos écoles. Donc, Florence l'enseigne aujourd'hui. Mais avant que cette génération prenne la direction du marketing des entreprises, il y a un vrai travail de transformation et de transition à faire pour accepter dans les communications de raconter toute l'histoire, c'est-à-dire la vraie histoire, et pas juste la belle histoire. Vous avez sans doute fait l'expérience à titre personnel, quand vous êtes avec un ami qui n'arrête pas de parler de lui et qui n'arrête pas de dire qu'il fait tout bien, il y a un moment donné où vous êtes, pardonnez-moi l'expression, saoulé, parce que d'abord vous n'arrivez pas à en placer une, et ensuite, vous savez bien qu'il n'est pas parfait, parce que c'est votre ami, vous le connaissez depuis longtemps. Et bien, c'est la même chose avec les marques. Il y a ce contrat de confiance qui, en plus,
a été rompue. Et donc, on va beaucoup plus écouter une marque qui dit, voilà, sur ce sujet-là, je me suis engagé, j'ai réussi quelque chose, mais je n'ai pas réussi sur cette deuxième partie. Et c'est mon défi, là, sur l'exemple que je vous citais, qui est un exemple, Fleury-Michon. Quand on avait fait le travail sur le surémis, on avait dit, on a basculé sur le label MSC, qui est le label qui permet de travailler la durabilité de la ressource. On a dit qu'on avait réussi à le faire sur les bâtonnets moelleux, c'est-à-dire 80% du chiffre d'affaires, sur un certain nombre sur les 20% restants, qui étaient des recettes un peu plus complexes, avec du fromage à l'intérieur, etc. On n'arrivait pas à trouver une qualité gustative satisfaisante avec le grade de MSC, et c'est nous qui l'avons dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on ne fait que du MSC, on a dit voilà, on a un sujet, on voudrait basculer 100%, on n'est qu'à 80%. Et ben en faisant ça, on a été beaucoup plus audible et beaucoup plus crédible sur le MSC en général, et ça a été beaucoup plus efficace que si on avait juste dit on s'engage dans le MSC, regardez notre bâtonnet moelleux, et que les gens derrière avaient découvert que sur le reste, ce n'était pas le cas. Donc sincérité et transparence, et je vous engage, si vous êtes curieux de ce sujet, à regarder effectivement une initiative, il y a plein d'initiatives qui se lancent dans le domaine, mais il y en a une intéressante qui s'appelle En Vérité, c'est un collectif de marques qui est en train de se créer. Il y en a un peu plus de 30 qui sont réunis aujourd'hui et qui demandent au pouvoir public de s'engager, de mettre sur la table 4 grands sujets qui sont l'origine des matières premières. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un produit alimentaire, on n'a pas d'obligation à indiquer la composition des matières premières qui le composent. Et quand on parle de résilience alimentaire, eh ben, on est vraiment sur un sujet, c'est-à-dire que généralement, les entreprises qui achètent en France le valorisent, mais celles qui n'achètent pas en France ne le mettent pas sur le pack. C'est un marketing différencié. Ben ça ne crée pas les conditions d'une valorisation des meilleures pratiques. Donc le type d'agriculture, le type d'agriculture en deux, c'est pas la même chose de faire de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture régénératrice, comme je disais tout à l'heure, du bio ou du conventionnel. Le sujet des additifs, il a été pris aujourd'hui par la société civile avec notamment Yuka ou SIGA, mais c'est pas non plus extrêmement clair si on passe pas par ces applications pour un consommateur de choisir. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir beaucoup plus de clarté dans ce domaine-là, comme ça a été fait pour le dernier point, la valeur nutritionnelle. Aujourd'hui, il y a le Nutri-Score qui a été posé par les pouvoirs publics. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite, en un coup d'œil, de quand même donner un enseignement sur la composition d'un produit. Et on s'est rendu compte, après 2-3 ans de déploiement de ce projet, qu'on favorisait de manière très claire les produits les mieux disants. Donc il y a une prime à la transparence, une prime à l'information. Il faut parier, c'est vraiment ma conviction, sur l'intelligence des consommateurs, des clients, pour aider à pousser l'offre la plus vertueuse. Troisième enseignement sur la slide juste après, ça a été dit par Florence tout à l'heure dans les commentaires. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, la slide. Oups. Ah oui, c'est bon. C'est embarquer la direction générale. Ça paraît évident. C'est pas forcément facile. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des directions générales toujours très impliquées, mais et ça aide, bien entendu. Mais j'ai envie de dire que, le sujet devient de plus en plus facile. Là, j'ai pris un exemple, c'est la cartographie des parties prenantes que Total met en ligne sur son site. Vous avez vu que hier, Total avait annoncé qu'ils allaient arrêter leurs activités en Ukraine. C'est typiquement un sujet de partie prenante, ça. Et depuis plusieurs jours, la pression montait sur le fait qu'ils avaient continué leurs activités je crois que c'est plutôt en Russie, qu'en Ukraine. Et finalement, même si la direction générale n'était pas mobilisée sur le sujet au démarrage, sans doute pour tout un tas de bonnes raisons, et cette convergence des parties prenantes et des attentes sociétales a fait que, effectivement,
la décision a basculé. Ce que je vous engage à faire, plus que de dire il n'y a qu'un faucon, c'est on parle de manager des équipes. Souvent, il faut aussi manager votre patron et faire en sorte qu'il puisse être irrigué de l'intégralité de ses interactions parties prenantes, des exigences qui vont être posées tout autour de lui, pour qu'il ait la meilleure connaissance possible en fait du niveau d'exigence qu'on porte à l'extérieur, du cercle qu'il maîtrise et qu'il côtoie au quotidien. Et plus vous allez faire ce travail, plus vous allez faciliter finalement la vie et les décisions de votre entreprise. Vous, au marketing et en communication, on est en première ligne avec les clients et donc on est submergé de ces questionnements sociétaux en permanence. Votre patron ne l'est pas nécessairement et pas à la même vitesse. Et donc parfois il y a une dissonance cognitive qui se met en place. Moi, je vous engage à créer des dispositifs qui permettent de faire remonter les informations, de générer des interactions. Plus ça, ce sera puissant et bien installé dans l'entreprise, plus vous aurez d'agilité pour réagir et pour prendre les décisions qui s'imposent en connaissance de cause. Quatrième enseignement, j'aurai un moment de décalage avec vous, pardon. Ça devrait arriver. Ça va arriver, je pense. Tu attends le... Voilà. Quatrième enseignement, c'est... il est extrêmement... Moi, je l'ai beaucoup expérimenté et les entreprises qui ont candidaté sur la plateforme aussi. Il y a un enjeu aujourd'hui de coalition, de monter de nouvelles coalitions. J'ai mis une citation ici d'Einstein que je trouve remarquable. Enfin, elle est attribuée à Einstein. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a prononcé, mais la folie, dit-il, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La complexité des enjeux qui sont devant nous, tels qu'on les a posés tout à l'heure, ça impose d'avoir l'humilité de se dire que ce qu'on a fait depuis 50 ans n'est pas suffisant et que pour vraiment franchir un pas, ce ne sera pas non plus suffisant d'essayer d'optimiser à la marge ce qu'on fait déjà très bien depuis 50 ans. Ce ne sera pas suffisant. Et donc, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on sera beaucoup plus puissant en connectant d'autres intelligences au réseau de l'entreprise et en faisant en sorte potentiellement de travailler avec des concurrents, potentiellement de travailler avec la chaîne de valeur de toute façon, parce que c'est à cette condition qu'on va réussir effectivement à adresser et à financer les enjeux de transformation qui sont devant nous. Je vous donne juste un exemple. J'ai travaillé pour monter une filière bio sur le cochon quand j'étais chez Fleury Michon. Il n'y a que 0,5% des éleveurs français qui étaient en bio, alors que ça représentait 5% du marché. Et pardon, j'ai Siri qui s'est déclenché d'un seul coup. Ça m'a perturbé. Donc 0,5% des éleveurs français qui étaient en bio pour 5% du marché, donc une énorme perte de business potentiel. Si Fleury Michon décide tout seul d'aller sur le bio, c'est facile à prendre comme décision, mais il se trouve que les éleveurs n'étaient pas là, donc il ne se passe rien s'il n'y a pas les éleveurs, il ne se passe rien s'il n'y a pas la filière. Et on a réussi à le faire. Ça nous a juste pris 4 ans pour aligner l'intégralité des acteurs afin de réussir à faire cette transformation-là. Donc, faites différemment, montez de nouvelles alliances, faites des coalitions d'intérêts qui vont vous permettre d'aller plus vite, d'ouvrir des perspectives et de financer à plusieurs des choses qui sont potentiellement onéreuses. Ça, c'est un point, mais vraiment très structurant. Et pour finir sur le 5e point, ça, c'est une expérience personnelle, plus que issue de la plateforme. Je vous engage, je nous engage sur ces sujets-là à commencer avec une très grande ambition, mais à une très petite échelle. Parce que si vous dites à votre entreprise que vous voulez changer 80% du business maintenant tout de suite, vous allez faire peur à tout le monde. En revanche, si vous vous attaquez
à une partie du business qui est plus petite. Moi, je l'avais fait pour Fleur de Colza, c'était 8% du chiffre d'affaires. Je l'ai fait chez Fleur et Michon pour le surimi, c'était 20% du chiffre d'affaires. Sur des périmètres de ce type-là, on vous autorise d'une certaine façon à être un peu plus ambitieux que d'habitude, différent de d'habitude, en se disant que ça ne met pas en danger l'entreprise. Et quand je dis très grande ambition, derrière l'exigence que vous devez avoir, c'est effectivement de faire en sorte, en utilisant justement tous les outils du marketing et de la communication, que cette action sur les 8%, elle ait une performance business incontestable. Et ça crée une nouvelle expérience de succès dans l'entreprise, et ça permet de mettre en route des transformations très structurantes. Quand je suis parti de chez Le Sieur, on avait commencé à faire un travail sur l'agriculture raisonnée avec Fleur de Colza, qui était 8% du chiffre d'affaires, je vous disais. Quand je suis parti, on avait décidé au comité de direction de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Ce qui était colossal, parce qu'à l'échelle de Le Sieur, c'est des gros volumes. Si j'étais venu au comité de direction 5 ans avant en disant il faudra dans 5 ans qu'on ait basculé 90% en agriculture raisonnée, tout le monde m'aurait regardé en disant c'est une super idée, mais on ne va jamais y arriver. C'est un peu ce qui se passe avec le rapport du GIEC aujourd'hui. Donc, commencer, c'est d'abord le premier message, c'est commencer, quoi qu'il arrive, avec une très grande ambition. Assurez-vous, en utilisant tous les outils du marketing, que vous obtenez un succès business. Parce que ça a été un petit peu dit tout à l'heure, le marketing, en fait, ce sont des outils au service d'une stratégie. Si la stratégie est pourrie, vous allez faire du marketing pourri. Si la stratégie est bonne, vous allez changer le monde. Donc, prenez cette deuxième option. Et pour finir, juste un petit clin d'œil à Sénèque. La constance, la cohérence, c'est aussi ça qui va faire que vous serez jugé par les consommateurs et que vous allez regagner leur confiance. Quand on a commencé chez Fleur et Michon à parler de manger mieux, les gens nous disaient à 80% vous n'êtes pas crédible, vous êtes un industriel. Au bout de 4 ans, parce qu'on avait fait l'adoption du Nutri-Score, parce qu'on avait sorti des innovations comme le jambon zéro nitrite ou la barquette bois pour les plats cuisinés, on avait 60% de gens positifs qui disaient ils ne sont pas parfaits, mais au moins ils avancent. Et comme disait Sénèque une deuxième fois, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc fixez-vous un cap et foncez. Merci à tous. Merci David, merci beaucoup. Beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce que tu as dit et pour la même raison que tout à l'heure, on va pas prendre de questions, David, j'en suis désolé. Juste moi, ce qui m'a intéressé, ce que je voudrais ressortir, il y a eu beaucoup de choses évidemment, mais quand tu parles de coalition d'intérêts, et je pense que c'est une façon de travailler, de réfléchir et d'avancer pour les entreprises qui effectivement dans le monde d'aujourd'hui est extrêmement importante. Tout seul, on peut faire des choses, mais à plusieurs, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup plus, et surtout dans ce domaine-là. Tu veux en dire un petit mot ou... Oui, c'est en fait, on a l'impression de s'attaquer à une montagne quand on réfléchit à ces changements. Et si on arrive à découper la montagne en petits tronçons, où chacun, effectivement, à un moment donné, vous aide à passer un cap, et bien finalement, ça paraît beaucoup plus accessible. Et puis, vous allez avoir non pas la puissance de votre entreprise, mais la puissance de 10 entreprises autour de vous. Et alignées sur un projet commun, ben, ça crée vraiment des énergies incroyables. Ça libère aussi un certain nombre de créations, d'outils de création. Ça permet d'avoir un succès collectif, ce qui peut entraîner encore d'autres projets. Oui. Merci beaucoup David.